Bienvenue dans La Science mouille le maillot, le podcast de Conversation Slate qui vous explique comment les scientifiques peuvent faire gagner des médailles aux sportifs et vous donne les clés pour une meilleure pratique au quotidien. Je suis Benoît Tonson, journaliste scientifique pour The Conversation France. Zinedine. You cannot be serious. José Pérez doit faire son effort et elle le fait. Air France, Victor Wembanyama. Phénoménal. Laure Manodou est une extraterrestre. Nadal semble éternel. L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Alors si vous êtes fan de sport, vous le savez, et souvent c'est même pour ça que vous aimez ça, derrière votre télé, au stade ou au bord du terrain, vous vibrez pour votre équipe ou votre athlète de cœur, mais de leur côté, les sportifs et les sportives ressentent des émotions qui peuvent être très intenses dans la victoire comme dans la défaite. Eh bien figurez-vous que la science s'intéresse de près à ces émotions et notamment à la manière dont elles peuvent améliorer leur performance. Françoise Marmouillet, journaliste pour The Conversation, va explorer la psychologie des athlètes. Françoise, bonjour. Bonjour Benoît. Et oui, certains matchs à très gros enjeux convoquent en effet une myriade d'émotions chez les athlètes. Comment font-ils et comment font-elles pour ne pas se laisser déborder le jour J, pour supporter la pression et jouer au meilleur niveau, quelles que soient les circonstances ? Comment travailler l'intelligence émotionnelle pour la mettre au service de la performance sportive ? Une problématique plus compliquée encore dans les sports d'équipe, où il s'agit d'appréhender non seulement les émotions des individus, mais aussi celles du groupe. On le voit par exemple au rugby, sport qui a investi de longue date le champ de la préparation mentale et émotionnelle. Pour parler de tout cela, justement, je suis très heureuse d'accueillir Michael Campo. Michael, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à la Faculté des sciences du sport de l'Université de Bourgogne et chercheur en psychologie du sport. Vous êtes également président de la Société française de psychologie du sport. Vos travaux portent notamment sur la relation émotion-performance et vous dirigez le programme de recherche Team Sports qui vise l'accompagnement scientifique des fédérations de sport collectif grâce aux recherches sur les dynamiques de groupe. Et puis vous êtes aussi le responsable de la préparation mentale de la Fédération française de rugby et vous travaillez dans ce cadre avec l'ensemble des équipes de France de rugby, dont notamment le 15 de France et les équipes de France olympiques de rugby à 7. Merci beaucoup Michael d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Alors, est-ce que vous pouvez commencer tout simplement par nous expliquer le rôle d'un préparateur mental ? Un préparateur mental, c'est un expert de la dimension psychologique finalement de la performance et de la promotion du bien-être et qui utilise, si vous voulez, les sciences humaines à ses fins d'optimisation de la performance et de promotion du bien-être. Donc on est sur quelqu'un qui mobilise l'évidence scientifique pour ces deux objectifs-là et qui peut aussi avoir ce rôle un peu de management, de coopération avec d'autres métiers qui sont dans l'environnement de la dimension mentale en sport, qui peut être les psychologues du sport, plutôt en charge de la santé mentale, ou des coachs d'entreprise notamment, qui sont plutôt en charge ou plutôt dans un domaine lié au développement personnel ou à l'efficience managériale. D'accord, donc on peut avoir ce côté aussi très managérial d'une équipe d'experts en psychologie appliquée au D'accord, donc vous êtes un peu au sportif. Carrefour de tout ça, quoi. Oui, alors ça va dépendre de la structuration, finalement. Des équipes n'ont pas de préparateurs mentaux, et puis certaines équipes en ont 3 ou 4. Donc ça va dépendre. Pour être en situation de management, forcément, ça sous-entend qu'on ait des équipes ou des structures qui soient déjà bien avancées sur ce domaine-là. Certains vont avoir un préparateur mental juste pour un athlète, d'autres juste pour une équipe, et puis d'autres avec plusieurs experts spécialistes dans certains champs, à l'image de ce qu'on peut trouver finalement dans la préparation physique, où on peut avoir un préparateur physique qui fait tout, et puis on peut avoir une équipe de préparateurs physiques avec des spécialistes de la réathlétisation, de la vitesse, etc., etc. Mais on retrouve ce même modèle finalement dans le domaine de l'entraînement. Pour revenir aux émotions, puisque vos recherches portent vraiment, entre autres, sur les émotions dans le sport, qu'est-ce que la science dit de l'impact des émotions sur la performance ? Et d'ailleurs, de quelles émotions on parle, pour être un peu concret ? Alors, c'est pareil, il y a de longues années, de longues décennies de publications par rapport à ça. Les deux émotions qui ressortent le plus dans ces publications-là, donc sur le champ de la relation émotion-performance, sont l'anxiété et la colère. Avec
toute la sémantique qu'il peut y avoir derrière ça. Mais on est dans deux gros champs, de gros domaines émotionnels ou de gros ressentis émotionnels. Et donc, en fait, on s'est aperçu au départ que on pensait que l'anxiété était forcément négative pour la performance, dysfonctionnelle. Et on s'est aperçu que c'était pas tout à fait le cas, et pas dans tous les cas, et pas dans tous les sports, et pas dans toutes les situations. Bref, c'était pas si généralisant que ça, finalement. Donc, on a eu au départ des modèles de la relation et performance, ce qui était une relation anxiété-performance, des modèles très généralisants, applicables à tous, qui avaient eu de la valeur quand même d'être assez pédagogiques, finalement. On pense à des relations quadratiques inversées, donc c'est des relations en U inversé. C'est une courbe en U inversée qui, grosso modo, explique que si t'es pas assez anxieux, tu seras pas performant. Si tu l'es trop, tu seras pas performant. Il faut une espèce d'entre-deux. Bon. On s'aperçoit bien que ici, ça peut pas être généralisable à tout, mais au moins, c'est de valeur pédagogique de faire comprendre que le stress n'est pas forcément négatif et qu'il en faut un petit peu. Et bon, il y a eu d'autres modèles qui existent que je passerai ici. Et l'évolution, en fait, de la recherche dans ce domaine-là est allée faire des modèles plutôt dits idiographiques, c'est-à-dire où on prend en compte la singularité de l'individu. Bon, en somme, on fait une individualisation des besoins de l'individu. D'abord sur l'anxiété, puis après, en prenant en compte l'ensemble du spectre émotionnel. C'est ce qu'on appelle le modèle de Lizow, c'est les zones de fonctionnement, les zones individuelles de fonctionnement optimal. Et en fait, au départ, fait sur l'anxiété, sur l'effet de l'anxiété, on s'est aperçu qu'un joueur pouvait avoir besoin d'être fortement anxieux avant un match pour pouvoir être performant, alors que d'autres auraient plutôt besoin d'être plutôt calmes et pas anxieux avant ce match-là. Donc vous identifiez chaque profil de joueur, celui qui doit avoir un certain niveau d'anxiété, et en fonction, vous travaillez là-dessus. C'est possible, oui, effectivement. Il y a des méthodologies qui nous permettent, et même d'aller même plus loin, c'est-à-dire que l'évolution de ce modèle-là est allée sur la prise en compte de l'ensemble des émotions. On peut très bien, par ces méthodologies, définir en fait quel est votre profil de performance, c'est-à-dire peut-être que vous aurez besoin d'être un petit peu anxieux, très sereine, enthousiaste. Et en fait, on arrive à voir pour chaque émotion principale, grosso modo, le curseur où il doit être. Et comment vous activez tout ça avec la préparation de groupe ? Elle se fait comment ? Le côté collectif dont vous faites part, c'est quelque chose qui est différent, plutôt novateur dans le domaine de la préparation mentale, parce que finalement, la complexité des sports co a été très peu prise en compte, même par la littérature. C'est-à-dire que quand on regarde la littérature en psychologie sociale appliquée au sport, on sait que, grosso modo, on est à 12% de la littérature globale en psychologie du sport. Puis quand on regarde les émotions dans son aspect plutôt collectif, on tombe à 9-10% de la littérature. Donc vraiment, c'est une complexité qui est telle que même les aspects scientifiques, la science, s'en intéresse, on va dire, que depuis très récemment. Il y a aussi quelque chose de très historique là-dedans, c'est que la psychologie, au départ, part de la psychologie clinique, de la santé, donc très intra-individuelle, parce que c'est plus simple aussi de faire des recherches sur l'individu. Tout ça participe au fait que, finalement, on a moins de connaissances sur la complexité de la dimension émotionnelle ou affective d'un point de vue collectif, et donc, par voie mécanique, on va dire, moins d'interventions pertinentes dans ce domaine-là. Mais néanmoins, ça, c'est en train d'exploser assez fort là-dessus, parce qu'on a mis en avant, et notamment par le projet Team Sport, réussi à mettre en avant le fait que c'était pas pareil. En fait, c'était pas deux métiers différents, mais en tout cas, deux approches différentes. Et c'est ce qui explique aussi que parfois, dans l'histoire de la préparation mentale en sport et en sport collectif, parfois, ça n'a pas pris. Parce qu'en fait, l'approche individuelle, elle répond pas tout à fait aux complexités et aux contraintes de l'optimisation de la performance en sport co. Et quand on intervient en sport collectif, il y a une approche qu'on utilise, nous, avec les équipes de France, qui me semble être très, très pertinente par rapport aux besoins. C'est des approches qu'on dit par practice. Donc, en gros, c'est des travaux de groupe qui abordent, si je veux être très simple dans l'illustration, qui abordent deux temps. Le premier temps, c'est le débrief du match, le débrief émotionnel du match qu'on vient de faire. Et le deuxième temps, c'est la préparation au contexte émotionnel du match qui va venir. Donc les deux s'imbriquent finalement, puisque le débrief de l'un, c'est la préparation de l'autre, dans la temporalité. Et donc en fait, sur le débrief émotionnel, on essaie de comprendre la dynamique émotionnelle qui a eu lieu pendant un match. Alors typiquement, les entraîneurs vont parler de temps fort, temps faible, et en fait, on le voit, nous, sur les mesures de stress collectif qu'on a développées, notamment avec le projet Team Sport. On voit ces mesures, ce qu'on appelait, nous, le rapport de force psychologique. C'est une mesure de stress collectif où on voit qu'on est plus ou moins collectivement stressé et qui fait que, du coup, ça nous permet de pouvoir avoir des métriques et de la matière, si vous voulez, pour pouvoir discuter avec les joueurs, échanger avec les joueurs sur la compréhension de leur expérience collective. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Qu'est-ce qui a prédit le temps faible ? Qu'est-ce qui fait qu'on s'en est sorti exactement ?
Alors, c'est quoi les signes de stress collectif sur le terrain et c'est quoi les temps faibles dont vous nous parlez? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Grosso modo, un temps faible ou un temps fort, c'est un rapport de force en fait. C'est-à-dire que c'est la sensation, ou factuelle ou ressentie en tout cas, mais de dominer l'adversaire. Donc, est-ce qu'on est plus fort que l'adversaire à ce moment-là, ou est-ce qu'on l'est moins? Il faut imaginer une espèce de balance dans ce rapport de force, où des fois c'est équilibré, des fois on domine, des fois on est dominé. Et en fait, un match, c'est souvent ça en fait. C'est-à-dire qu'on navigue finalement entre des rapports de force qui peuvent s'inverser. C'est rare de dominer tout le long, ça peut, bien entendu, ou d'être dominé tout le long, mais il y a beaucoup de matchs où ça s'inverse. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir finir gagnant malgré le fait de passer par certains temps faibles qu'il faut manager. Et donc, comment est-ce qu'on mesure sur le terrain le stress collectif des joueurs et des joueuses? On a regardé là, au travers de ce projet, plusieurs façons de le faire. Et tout ce que sont les mesures utilisées traditionnellement dans la recherche sont pas valables, en tout cas pertinentes, parce que c'est lié à l'activité physiologique. Et elle est parasitée forcément par l'activité des joueurs sur le terrain. Donc on a trouvé une façon de pouvoir capturer indirectement ce stress collectif au travers des faits de jeu. Parce qu'on sait qu'on a pu voir et on a pu construire avec les joueurs que ce stress collectif, il se traduit très facilement en fait par des façons de jouer, des erreurs souvent, qui sont symboliques de ce stress-là. Et typiquement, on sait que les pertes de balles provoquent du stress. On sait que les cartons provoquent du stress. On sait que le scorage de l'adversaire provoque aussi du stress. Et donc, on a des indicateurs de jeu qui nous disent en fait que ces situations de jeu sont en train de provoquer du stress dans le collectif. Alors je vous propose maintenant d'écouter quelqu'un que je pense vous connaissez. Il s'agit de Daniel Herrero. C'est un joueur et entraîneur légendaire, notamment du club de Toulon, dont la verve est bien connue des amateurs de rugby. Il raconte pour Arte Radio les émotions ressenties par les joueurs dans le couloir, ce tunnel qu'ils empruntent avant de gagner le terrain et de démarrer le match. Il est pas rare qu'un joueur pense à sa copine, à son enfant. Il est même fréquent, quoi. Il n'est pas rare qu'il dédie ce match à quelqu'un. Aujourd'hui, de plus en plus, et remarques-tu sans doute, à l'ultime moment, c'est-à-dire quand on quitte le couloir ou dans le moment du franchissement, du pas décisif de la nuit vers la lumière, sous beaucoup ce signe, ça veut dire quand même qu'il rentre parfois en contact avec des choses sécurisantes, des univers psychologiques sécurisants. Celui du bon Dieu, celui de ta meuf, celui de ta maman, celui de la chaleur affectueuse de ton groupe d'amis, celui à qui tu aimerais dédier le match, qui est peut-être vivant ou qui est mort. On a entendu Daniel Herrero nous parler d'un univers psychologique sécurisant, convoqué par les joueurs avant le match. Est-ce que c'est une émotion intéressante à convoquer et pourquoi? Ce dont Daniel Herrero ici fait part, c'est finalement, ce sont des stratégies de régulation des états émotionnels que les joueurs ont toujours fait en fait. Et c'est ce qui fait aussi la beauté du vestiaire et des fois ce côté un peu incompréhensible de la part de ceux qui n'ont jamais vécu finalement ce moment-là. Un match, ça peut être quelque chose d'envahissant d'un point de vue du stress et donc du coup d'insécure. Et je pense que quand il fait part de cet univers sécurisant, après avoir dit qu'il convoque sa mère, sa meuf ou qui que ce soit d'autre, pour reprendre ces termes, ce que j'entends moi dans le discours de Daniel Herrero ici, c'est plutôt les stratégies qui sont utilisées par les joueurs pour faire face à leurs émotions et de manière du coup très empirique. Mmh. C'est-à-dire que à défaut d'avoir été préparé mentalement, on trouve nos propres leviers et ils sont très bons, il n'y a pas de souci là-dessus, mais n'ayant pas travaillé là-dessus, ça me fait aussi écho sur le fait qu'ils peuvent être aussi dysfonctionnels. C'est-à-dire que le discours qu'on a pu entendre me fait écho à des discours très en tout cas des situations de match où finalement on met de l'enjeu sur tous les matchs avec une espèce de surinvestissement affectif de chaque match. Ouais. Et on peut du coup très vite déjouer du fait qu'on met une valeur affective trop forte au match. Et je suis pas sûr qu'il faille tout le temps invoquer des stratégies comme celle-ci pour pouvoir faire face au stress, mais plutôt au contraire relire la situation différemment pour essayer justement déjà d'en subir un peu moins de stress avant d'essayer de le réguler. Donc ce sont des stratégies qui sont largement utilisées, qui sont souvent peu travaillées, qui peuvent être utiles, mais qui doivent être contrôlées, quoi qu'il en soit. On revient à la bonne zone de fonctionnement dont Exactement. vous parliez tout à l'heure. Exactement. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à ce qui se passe pendant le match et à la manière dont les groupes de joueurs et de joueuses vont gérer sur le terrain ces émotions. Il y a des trucs, entre guillemets, des actions qui sont mises en place, qui peuvent être convoquées, qui sont intéressantes à mettre en place. Alors oui, ça dépend du sport. Mais pour le rugby, pour le rugby, puisque c'est votre spécialité. Oui, parce qu'on a, entre guillemets, la chance d'avoir beaucoup de temps non joué.
Étant non joué, en fait, on s'est aperçu qu'on travaillait toute la semaine pour le jeu, donc pour le match, pour le temps joué. Et en fait, en gros, pour faire assez simple, c'est 50% du temps de match. Donc, c'est-à-dire qu'on passe 50% avec une balle qui bouge et 50% à attendre. Et je parle vraiment du temps du coup de sifflet, du coup d'envoi au coup de sifflet final. Je ne parle pas du temps d'avant-match. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a 50% du temps à attendre. Alors, ça se traduit comment chez nous? C'est la mise en place sur une mêlée, c'est une blessure, c'est l'appel à l'arbitrage vidéo, c'est la transformation d'un essai, par exemple. Donc, tous ces temps-là, en fait, ils ne sont pas neutres d'un point de vue affectif. Il se passe des choses. Une mécanique affective, un rapport de force psychologique. Quand souvent on invoque le côté un peu guerre psychologique. En fait, c'est à ce moment-là surtout que ça se passe aussi. Que ça se passe, c'est-à-dire comment est-ce que les autres se comportent collectivement quand finalement on est en train d'attendre la décision d'un arbitre. Ça a plus d'impact quand on a des joueurs en face ou quand on se comporte, on fait attention à ce qu'on appelle le body language, donc toute l'expression émotionnelle qu'on peut avoir au travers des attitudes corporelles. Ça a plus d'impact quand c'est maîtrisé, quand on est ensemble, par exemple, qui pourrait donner une espèce de sensation de force collective, de cohésion, plutôt que quand chacun est éparpillé à faire n'importe quoi en attendant, par exemple. Et donc, du coup, dans les stratégies, on travaille beaucoup. Depuis le match des Blacks en 2021 sur l'Autumn Nation Series, le premier match qu'on fait sous l'ère Galtier, où on a travaillé beaucoup le body language. Et en fait, on travaille maintenant le body language individuel, donc la façon de se comporter individuellement sur une posture plutôt dominante et non pas dominée. Et ça, on fait référence à des écrits dans la littérature par rapport à ça, qui ont montré l'effet sur le stress, qui ont montré l'effet sur la confiance des partenaires, par exemple. Et on travaille aussi sur le body language collectif. C'est ces fameuses bulles de maîtrise que l'on fait pendant des temps non joués longs, comme après les scorages. Donc les bulles de maîtrise, les joueurs se mettent en cercle et se tiennent par les épaules. Voilà, c'est ces fameux cercles que vous voyez quand ils sont au centre du terrain pendant qu'on a le buteur qui est en train de transformer l'essai. Alors, c'est pas nous qui avons inventé les bulles, les huddles, hein. Le basket le faisait beaucoup, d'autres nations au rugby le faisaient. Par contre, on y a donné du sens, très clairement. C'est-à-dire que le sens pour nous est un sens d'influence en termes de body language collectif. Il est un sens de synchronisation entre nous et un sens de arriver chaud pour repartir froid. C'est-à-dire, on coupe, en fait, la dynamique émotionnelle qu'il y a entre l'action d'avant et celle qui va se passer pour pouvoir rebasculer, se concentrer sur ce qui a. Et alors, il se passe quoi? Il se dit des choses? Il se voit des attitudes pendant ces bulles de maîtrise? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on fait attention à ce qu'on soit ensemble et plutôt serré. C'est plus un moment où on prend le temps de prendre le temps, justement. On prend le temps de se dire les choses, on prend le temps de couper, plutôt que d'accélérer tout ça. C'est-à-dire qu'il vient de se passer quelque chose qui n'est pas neutre d'un point de vue émotionnel. On a marqué, on a pris un essai, on revient tranquillement et on fait cette bulle tranquillement. Et en fait, on coupe ça pour pouvoir justement être plus conscient, plus dans l'instant présent, plus froid, pour pouvoir écouter après ce qui va se dire par les leaders, notamment en termes de projection sur le jeu. Je suis un petit peu surpris en fait parce que je comprends bien l'intérêt de la chose si on vient de prendre un essai, si ça va pas. Mais au moment où on a marqué un essai, où tout va bien, où on peut marcher sur l'adversaire, là il y a besoin d'aller faire cette bulle de maîtrise également. C'est peut-être même plus important à ce moment-là que quand on se prend l'essai finalement. Pas que c'est plus important, mais c'est tout ça pour vous dire que en fait les émotions positives, agréables, elles peuvent être aussi tout autant dévastatrices que des émotions désagréables. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a un seuil qui est dépassé, qui sera propre à chacune des équipes finalement, on peut très vite être contre-performant. C'est-à-dire que je me rappelle qu'on a fait un outil, en tout cas une fiche pour la Coupe du Monde, comme un de nos principes, justement où on parlait de l'influence des émotions. Et on dit trop d'émotions négatives nous amènent à déjouer et trop d'émotions positives nous amènent à surjouer. Mais en fait, à la fin, c'est du dysfonctionnement. C'est-à-dire que on peut très bien aller sur un temps fort et très vite le transformer en un temps facile et dans la symbolique de c'est trop facile en fait. Et là, on déjoue et en déjouant, on redonne des ballons à l'adversaire, ils se remettent en jeu et plutôt que de les appuyer comme vous disiez juste avant, en fait, on leur redonne l'occasion on leur redonne une chance de pouvoir se remettre en selle. Et c'est ça, surjouer. C'est-à-dire que c'est là où on va plus respecter le cadre de jeu, c'est là où on va avoir des joueurs qui vont vouloir jouer plus individuel. Enfin bon, on sort du cadre de jeu, parce que justement, pris par cet enthousiasme-là, on en oublie les fondamentaux. Pour
faire écho à vos propos, Michael Campo, je vous propose d'écouter un discours de Gaëlle Mignot, qui est alors capitaine de l'équipe de France féminine de rugby. Elle s'adresse à ses coéquipières lors d'un entraînement, la veille des demi-finales de la Coupe du Monde, face aux Anglaises, qui sont alors extrêmement favorites. Peu importe qui on a avec nous, peu importe qui on a en face de nous, ce groupe il est toujours fort. N'oubliez jamais d'où vous venez, n'oubliez jamais d'où on a commencé. Personne n'aurait cru qu'on soit arrivé à ce niveau-là. Personne n'aurait cru qu'on attaque un match demain avec un sourire comme ça. Putain, mais on risque quoi? Que de s'amuser, que de se faire plaisir, que de vivre une superbe aventure, que de jouer avec notre cœur. On risque quoi d'autre? On est devenus, je vous l'ai dit, plus que des amis. Plus que des amis. Cette aventure, on se l'est écrit entre nous. Il y a des moments où on a pleuré, on a perdu des amis, on a perdu des filles qui sont à la maison. Le groupe, il a toujours été fort. Koum, elle rentre dans le groupe aujourd'hui, on dirait qu'on l'a jamais laissé. C'est ça notre état d'esprit. C'est ça notre groupe. C'est ça qui on est vraiment. C'est ça le plaisir qui va transpirer demain. Ouais, on se l'est dit, on va jouer contre une équipe, on va faire la chose qui nous plaît le plus, faire du rugby contre des blanches. La dernière fois c'était des vertes, ouais ben là c'est les blanches. On s'en fout, on va se faire plaisir, juste ça, vivre notre aventure, juste ça, terminer là-dessus. Se faire plaisir, s'amuser, s'envoyer, et on fera le compte à la fin des 80 minutes, juste ça. Alors, se faire plaisir, par exemple, qu'est-ce que vous inspire cette prise de parole, Michael Campo? Je peux que souscrire à ce que Gaëlle a dit là juste avant ce match. Alors, on fait référence à un match où finalement on a un rapport qui est déséquilibré face à l'adversaire, en tout cas qui peut être perçu comme étant déséquilibré, c'est-à-dire une adversaire plutôt dominante face à notre équipe qui pourrait être dominée. Et en fait, ça fait référence à la notion de menace défi. Si on reprend par rapport aux connaissances qu'on a sur ce sujet-là, en fait, une même situation peut être interprétée de deux manières différentes. Soit j'ai tout à perdre, soit j'ai tout à gagner. Donc, dans le premier cas, j'ai tout à perdre, c'est la menace. Et j'ai tout à gagner, c'est le défi. Et Gaëlle, à ce moment-là, elle invoque mais très clairement ce côté défi. C'est pour ça que son discours est très pertinent à ce moment-là, parce que finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en étant stressé, je vais percevoir les effets de mon stress comme étant différents. C'est-à-dire que si je suis dans la menace, mon stress va être perçu comme étant débilitant, dysfonctionnel. Si je suis dans le défi, ce même stress va être considéré comme étant un facilitateur de la performance, comme ayant un effet plutôt fonctionnel. Et ce que fait Gaëlle ici, on est complètement là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, elle est en train de faire réévaluer, alors c'est ce qu'on appelle la réévaluation cognitive, qui est en train de faire réévaluer la situation au prisme en fait d'une nouvelle interprétation. C'est-à-dire que on peut très bien penser ou on peut très bien avoir peur de se prendre une branlée contre les Anglaises, ou alors considérer qu'on n'a rien à perdre. Elle le dit d'ailleurs clairement, il me semble, dans son discours, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner, on a tout à montrer. Et en fait, ça enlève un poids qui est considérable, ça donne de l'énergie, ça donne de l'envie, ça enlève tout ce qui est inhibant. Et à partir de là, ça a pour vocation d'amener les joueuses, ici pour ce cas-là, mais les joueurs de manière en général, à être dans un état émotionnel plutôt favorable à la performance, c'est-à-dire ne pas être inhibé par le stress. Ici, le discours, si c'était vraiment l'objectif de Gaëlle à ce moment-là, il est clairement pertinent, tout à fait adapté à la situation. Et pourquoi, du coup, elle associe ça avec la notion de plaisir? Parce que finalement, quand vous êtes dans un stress qui est inhibant, qui est dysfonctionnel, mais en fait, c'est un stress c'est très désagréable. Et donc, du coup, on prend jamais de plaisir là-dessus. Si ce stress, il est transformé en quelque chose de plutôt challengeant, on est dans le défi, en fait, ça donne de l'envie et on voit tout de suite que c'est beaucoup plus enthousiasmant. Et ce plaisir, c'est ça dont elle parle. On ne s'ennuie pas avec ce stress que l'on pourrait vivre, mais au contraire, utilisons-le pour prendre un maximum de plaisir parce que ça va se transformer comme ça. Et il y a autre chose qu'elle invoque aussi dans son discours, c'est toute la notion liée au collectif lui-même, c'est-à-dire l'identité collective, la cohésion, où elle parle d'une famille, elle parle de l'histoire du groupe, et tout ça participe aussi au fait que on rassure quelque part les joueurs et les joueuses sur le fait qu'on n'est pas seul dans cette aventure, que le stress que tu as, il est partagé par tout le monde, mais qu'en même temps, tout le monde va être ensemble pour pouvoir finalement réguler ce stress-là, le transformer en défi, et finalement atteindre une aventure qui est commune et qui est importante pour tous.
Ça invoque les cadres de l'identité sociale qui disent que les émotions ne sont plus les mêmes lorsque la casquette que l'on prend à ce moment-là est la casquette de membre du groupe. C'est-à-dire que je change mon identité. Ce n'est plus moi avec mon nom, mes personnalités et mes enjeux. C'est je suis membre du groupe et ce qui est important, c'est l'enjeu du groupe. Et à partir de là, les émotions peuvent changer et être plus fonctionnelles par ailleurs, puisque justement, on n'est pas seul. Ce qui souvent soulève la question quand, par exemple, au foot, on passe d'une phase de jeu très collective au tir au pénalty. Et là, on passe du nous au jeu, très clairement. Le but au rugby, quand on a lancé franc au basket, etc., on passe du nous au jeu. Ça peut être compliqué à gérer. On a parlé de l'avant-match, on a parlé du match, mais il y a un autre moment qui est peut-être important pour l'esprit d'équipe, la gestion des émotions, c'est la troisième mi-temps. Est-ce qu'on travaille aussi sur ce moment-là ? Oui, bien sûr, on travaille sur tout. Enfin, ce serait aberrant de penser que des entraîneurs du calibre de ceux qui sont sur les équipes de France ou les équipes professionnelles ne prennent pas en compte l'ensemble des temps jalonnant toute une semaine de vécu d'un joueur. Et ça comprend bien entendu la troisième mi-temps, le post-match, où parfois il va être accordé le fait qu'il y ait quelque chose d'organisé, d'autres fois un peu moins parce que les compétitions se rapprochent. Mais quoi qu'il en soit, on peut arriver parfois à donner un peu plus ou moins de liberté dans ce qui va se passer. Parfois, les entraîneurs vont faire partie de la fête, parfois non. Et en fait, tout ça, c'est aussi réfléchi. Parce que le comportement que le staff va pouvoir avoir dans une troisième mi-temps, à être ou ne pas être avec les joueurs, ça a une symbolique. À être avec les joueurs, à se comporter d'une manière ou d'une autre, c'est une symbolique aussi. Avoir des joueurs qui fassent une troisième mi-temps d'une manière ou d'une autre, c'est porteur de symbole aussi. Et c'est toujours porteur de quelque chose, en fait. D'un besoin d'être ensemble, d'un plaisir d'être ensemble, parfois d'une habitude prise et qui est dysfonctionnelle aussi. Enfin, bien entendu, sans dire que c'est contrôlé au millimètre comme l'entraînement, en tout cas, c'est réfléchi et c'est pensé. Et pour les meilleurs entraîneurs, c'est construit avec les leaders, très clairement. Et peut-être pour terminer, on pourrait quitter un peu l'univers du rugby pour voir quels enseignements on peut retenir, nous qui ne sommes pas athlètes de haut niveau, pour la gestion de nos émotions personnelles. Comment est-ce qu'on peut travailler sur ces émotions pour préparer des moments importants dans nos vies un peu au quotidien ? Les conseils qu'on pourrait donner, ou en tout cas un transfert qu'on pourrait faire entre le milieu du sport et de la haute performance à la vie de tous les jours, très simplement, c'est déjà, dans un premier temps, d'accepter le fait qu'on vive des émotions. Ça peut paraître banal comme remarque, mais souvent on a tendance à pouvoir les repousser. C'est considérer ça comme étant anormal, d'être en colère, anormal d'être stressé. Déjà, le fait d'être capable de pouvoir savoir que ce que l'on ressent est lié au stress et que ce n'est pas grave d'être stressé, et que ça permet déjà de dédramatiser un peu le vécu. L'autre conseil qu'on peut donner, c'est de justement dédramatiser cette fois-ci la situation. Souvent, on a tendance à y mettre trop d'enjeux. Et quand on discute avec les personnes, elles nous disent « c'est pas possible autrement ». Et dans la plupart des cas, c'est possible de dédramatiser l'enjeu et de voir qu'en fait, c'est pas si dramatique que ça si on n'y arrive pas. Il y a des moyens de voir ça un peu différemment. Je sais pas, moi, en conseil simple, déjà, on fait gaffe au sommeil. On fait gaffe à ce qu'on mange avant. On se prend pas 4 tasses de café avant son rendez-vous important. On anticipe. C'est-à-dire qu'on sait où on va. Je sais pas, moi, dans la vie de tous les jours, on a un rendez-vous, on regarde où est le lieu de rendez-vous, comment est-ce que j'y vais, je veux prendre l'avance pour être dans le confort. Des conseils qui sont finalement un peu bateaux, mais qui participent assez largement à la gestion du stress, bien avant n'importe quelle technique. C'est-à-dire que là, maintenant, on a l'avènement du coaching personnel, on trouve à boire et à manger, c'est n'importe quoi. Comme si, finalement, respirer nous permettrait de pouvoir gérer toutes les situations stressantes. Alors respirer, si tant est qu'on sache bien respirer et utiliser la respiration, ça peut être intéressant, mais sur un moment assez clé. Mais je pense qu'on a quand même davantage d'intérêt à déjà savoir bien se préparer et de savoir où est-ce qu'on va à un autre rendez-vous pour pas être cueilli par le stress d'un bouchon ou d'une route qui est pas bonne, plutôt que de respirer, d'utiliser la respiration quand justement on est stressé parce qu'on est dans les bouchons. Et puis accepter aussi, vous me disiez, de pas livrer une performance parfaite, quoi. Ça, il faut s'y préparer. Quand je parlais de dédramatisation, c'est ça. C'est-à-dire que le parfaitement parfait, en fait, ça arrive jamais, enfin rarement, très rarement, et ça arrive très rarement. Et donc du coup, on nourrit des fois le fantasme de ce parfaitement parfait et on se fixe des objectifs à 100%. Donc on a plus de chances d'être déçu que de chances d'être satisfait. Ça, c'est mécanique finalement. C'est mathématique. Donc ça veut dire qu'on ne se laisse pas le droit à l'erreur. Et il n'y a rien de tel pour pouvoir être stressé, parce que à la première erreur, l'objectif devient mécaniquement inatteignable. Donc du coup, on ne peut être que déçu. Si maintenant, on nourrit plutôt qu'un objectif, on nourrit une intention, j'ai un entretien d'embauche, plutôt que de dire il faut que je parle de ça, c'est quelle est l'intention que je veux amener.
je veux paraître comme ça, je voudrais aborder tel sujet de manière globale. Et ça permet de laisser une marge d'erreur qui fait qu'on a assouvi cette attention, même s'il y a des points qu'on a oubliés. Et ça, il n'y a rien de tel. Enfin, c'est le principe de la poésie, quoi. La poésie par cœur, tu oublies un mot, ta poésie est foirée. Si maintenant tu comprends un peu et que tu peux t'en sortir un peu plus, ça te permet d'être un peu plus en maîtrise finalement, parce que tu ne cherches pas le parfaitement parfait. Il faut accepter l'erreur. Enfin, je veux dire, encore une fois, ça peut paraître banal, mais si ces premiers principes-là, accepter l'erreur, dédramatiser, se préparer, se projeter, anticiper, déjà, je pense qu'on a déjà fait un bon boulot dans la gestion du stress au quotidien. Merci beaucoup, Michael Campo, pour tous ces éclairages et ces conseils. Alors, je le rappelle, vous êtes maître de conférence à la Faculté des sciences du sport de l'Université de Bourgogne, chercheur en psychologie du sport et responsable de la préparation mentale de la Fédération française de rugby. Françoise Marmouillet, journaliste à The Conversation, merci beaucoup. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, nous vous proposons une sélection d'articles dont les liens se trouvent dans la description de cet épisode et sur notre site. Et moi, je vous dis à bientôt.